Si vous suivez un tant soit peu l'actualité vidéoludique, une nouvelle n'a pas pu vous échapper cette semaine. Nintendo a annoncé la Switch 2. 8 ans après la sortie initiale de la Switch. C'est beaucoup, 8 ans. Et pourtant, moi ce que j'ai retenu de ce trailer, c'est un petit teaser pour Mario Kart 9. Un petit teaser de 10 secondes, mais qui m'a suffi pour vous sortir une théorie claquée au sol que je vous présente dans cette vidéo en moins d'une minute. L'objectif ici, c'est pas de faire du frames par frames, il y en a plein qui l'ont déjà fait, et sans doute mieux que moi, mais plutôt de m'arrêter sur des détails qui m'ont fait tiquer. Je vous propose de faire la version courte, moins de 30 secondes, et si ça vous semble tenir la route, vous pouvez venir m'accompagner dans le reste de la vidéo, j'étaye un peu. Le premier truc qui m'est marqué, c'est le manque de décoration là où la série avait l'habitude de fournir des environnements ultra chargés. Mais c'est surtout l'apparition du resto Yoshi qui m'a rappelé les ateliers de Burnout Paradise. Et même si je me trompe, c'est clairement pas juste un élément de décoration car on a un truc en surbrillance qui s'y balade. Alors au début je me suis dit qu'ils avaient changé le design des item boxes, mais 1, ça ferait un gros changement de design, et 2, c'est pas un passage piéton là-bas qui se balade. Et le dernier truc qui m'interroge, c'est le chemin dans le fond, qui semble pas du tout avoir de rapport avec le tracé de la course. Ça ressemble plus à un tracé secondaire sur une map d'open world. Et si ce que je vous dis là semble un minimum vous convaincre, ou bien que vous souhaitez rester par curiosité, je vous propose de continuer d'explorer le sujet avec moi depuis la question suivante. Pourquoi 8 ans depuis la sortie de Mario Kart 8 Deluxe? 11 ans si on considère que l'opus date de la Wii U, j'allais l'appeler la GameCube, Wii U. Eh bien, outre le fait que l'opus continue à bien se vendre, très bien, ils ont même encore pu capitaliser dessus en 2022 en sortant un pack de DLC au calme tiré de Mario Kart Tour, eh bien on attribuerait des déclarations à Shigeru Miyamoto datant de 2013 dans lesquelles ce dernier dirait qu'il n'y aurait pas de nouveau F-Zero, malgré le fantastique F-Zero GX sur GameCube, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas d'idée de nouveauté. Et les idées de nouveauté, eh ben ça a suivi toute la série de Mario Kart. Et c'est un truc qui se vérifie bien avec la saga des Mario Kart, ce sont des jeux à gimmicks. Pour rappel, on parle de gimmicks pour désigner des nouveautés propres à un produit qui permettent de le différencier des autres. Par exemple, le gimmick principal de Sonic, c'est qu'il va vite. Ça lui servait notamment à se différencier du plombier lorsque Sega tirait la bourre à Big N, et le level design servait d'emphase en permettant de donner une sensation de vitesse constante aux joueurs. Mais quand le gimmick s'inscrit dans le temps, il perd l'aspect nouveauté et il faut trouver de nouvelles idées, comme rajouter des petits extraterrestres qui donnent des power-ups, ou alors permettre de jouer deux versions du même personnage avec leur gameplay qui leur est propre. Bref, je propose qu'on retourne dans le vif du sujet en parlant de comment les gimmicks ont façonné la série Mario Kart depuis leur premier opus en 1992 sur la Super Nintendo. Le premier opus apporte alors un système toujours connu aujourd'hui sous le nom de Mario Kart-like, qui repose sur l'utilisation de power-ups que l'on peut obtenir au fil de la course, et un système de dérapage exacerbé. L'opus suivant reprendra exactement ces éléments de game design sans apporter de gimmick. En même temps, le passage à la 3D était une justification technique suffisante pour parler de nouveautés à l'époque. En effet, avant la Nintendo 64, la Super Nintendo ou Super Famicom, comme vous préférez, avait un manque de puissance qui rendait la conception des jeux 3D difficile. Pour contourner ça, l'intégration d'un mode appelé Mode 7 permettra de réaliser des jeux avec une pseudo 3D, et c'est cette pseudo 3D qui sera également utilisée sur l'opus suivant, Mario Kart Super Circuit, sur Game Boy. Cet opus sera réalisé par Intelligent Systems, et bien que passer par ce studio soit logique car il avait déjà prouvé son expérience avec la série Excitebike, le choix de passer par un studio affilié montre un désintérêt de la maison mère. Mais c'est lorsque Nintendo reprend la main pour l'opus suivant que l'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai pas grand chose à vous montrer pour cet opus pour la simple bonne raison qu'il s'agit du premier que j'ai eu dans les mains. J'avais 5 ans, la boîte a vieilli. Bienvenue sur Mario Kart Double Dash. Le gimmick principal du jeu repose sur le fait que le joueur contrôle 2 personnages au lieu d'un. Et on peut dire ici qu'on a l'illustration la plus parfaite d'un gimmick, car ça n'apporte absolument rien au game design. Rien. 2 items au lieu d'un, me direz-vous? Mario Kart 8 Deluxe, vous répondrai-je. Et si ça suffit pas, chaque personnage dispose d'un super item que seul lui peut utiliser. Et le pire dans tout ça, c'est que si vous enlevez ces éléments au jeu, ils se vendaient quand même. 7 ans depuis l'opus 64, une upgrade graphique, conséquente en plus, 16 nouveaux circuits et le double de personnages jouables. L'opus n'avait pas besoin de l'ajout de ces éléments. Mais c'est pour ça qu'on s'en souvient. Et c'est ça l'intérêt principal d'un gimmick. D'ailleurs, pourquoi vous souvenez-vous autant de l'opus suivant, Mario Kart DS? Parce que c'est le premier opus en 3D sur une console portable? Que dalle, vous vous souvenez juste du mode mission. Deuxième jeu le plus vendu de la série des Mario Kart, Mario Kart Wii hérite du gimmick de sa console. Personne aurait trouvé qu'il est plus agréable de prendre cet objet et de le tourner de gauche à droite pour diriger son personnage
que d'utiliser un stick analogique. Pourtant, c'est comme ça qu'on a tous joué au jeu. Mario Kart 7 surenrichira sur le gimmick console avec l'ajout d'une caméra première personne pour profiter de la 3D. Mais comme souvent avec la 3DS, on se souviendra surtout du jeu pour tout, sauf ça. Il apportera notamment son lot de mécaniques qui seront conservées par son successeur, à savoir la conception du kart, des parties aériennes et sous-marines qui impactent le contrôle du véhicule, et surtout, le retour des pièces qui peuvent donner un bonus de vitesse aux joueurs. Et tout ça, Mario Kart 8 l'a gardé, mais l'a surtout parfait. Mais le gimmick du 8, finalement, a peu d'impact sur son gameplay. Sur son level design par contre, bienvenue sur le plus inspiré des jeux de course. Avec chaque stage, l'apparition de l'antigravité permet d'offrir un spectacle qui a plus de gueule que le stage précédent. Et donc, quand je vois un désert qui me rappelle une génération en flat world sur Minecraft, eh ben je me dis qu'il y a un truc qui cloche dans le décor. Le level design est en train de nous cacher quelque chose. Surtout que l'antigravité semble toujours présente. Parce qu'honnêtement, je peux pas vous dire que je suis certain pour l'open world. Mais par contre, un truc dont je suis sûr, archi sûr même, c'est que ce truc orange là, eh ben il a un rapport avec le gimmick du jeu. Nouveau jour, nouvelle partie, et je vous propose de voir maintenant pourquoi est-ce que je pense que le prochain Mario Kart sera un monde ouvert. Et pour ça, je pense qu'il est important de revoir ce que signifie un open world pour un jeu de course. Je m'attarderai pas trop sur la définition car il y a une superbe vidéo du joueur du grenier avec 2 millions de vues et qui est sortie il y a moins d'un mois, mais si on devait retenir un élément majeur, c'est que par essence, l'open world est non linéaire. Sauf que voilà, autant jusqu'à Mario Kart 8, on va pouvoir parler de linéarité dans la progression car on débloque coupe et personnages au fil du jeu, mais si vous ouvrez Mario Kart 8 Deluxe, tout est déjà débloqué. Je pense que la réponse ici est simple, ça implique de pouvoir se balader sur une carte. La réponse peut sembler évidente, mais Diddy Kong Racing, sorti sur Nintendo 64, ne deviendrait pas un open world juste si on enlevait la restriction des ballons pour pénétrer dans les courses. On a ici un hub qui globalement est une représentation géographique d'un menu. Vous pouvez évoluer dessus avec votre personnage, mais la fonction première c'est la même, il s'agit seulement de sélectionner une course. Donc ce qu'on voit bien c'est qu'il suffit pas de juste avoir une carte pour accéder au niveau, non, il faut vraiment que le jeu soit intégré dans cette carte, sinon on se contente du hub. Et cette recherche d'ouverture totale, elle bat son plein en 1980, fin des années 1980, avec le titre Turbo Esprit en 1986. Un jeu de poursuite dans lequel le joueur au volant d'une Lotus Esprit peut se déplacer librement dans 4 villes au choix. On va mettre des gros guillemets sur librement. Le joueur ne peut que se diriger vers l'horizon et doit pour ce faire naviguer dans la circulation. Enfin c'est l'impression que j'ai eue lors de mon playtest, parce qu'en fait je me suis rendu compte après coup qu'il y avait une map, qu'on a l'impression qu'il y a des voies perpendiculaires, mais je n'arrive pas du tout à tourner dessus. 3 ans plus tard, c'est au tour de VET, pour Corvette. On abandonne la Lotus, mais on garde le rouge pour parcourir les rues de San Francisco. Bien que sorti en 89, le jeu propose déjà de se déplacer dans un environnement libre en 3 dimensions. Par contre, l'aspect découverte est évidemment totalement estompé, et le principe même du jeu est finalement uniquement de se déplacer. On parle alors de free roaming. Et retenez bien ce concept de free roaming, ou déplacement libre, parce qu'il va suivre les jeux de course jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, arrivé dans les années 90, cette première vague s'estompe, tandis que les jeux plus linéaires continuent à se développer et battent leur plein avec l'arrivée d'un nouveau challenger, The Need for Speed, en 1994. Et ils auront le temps d'en pondre 3 autres avant la mi-99, année où un autre studio va redéfinir ce que deviendront les jeux de course de type arcade, pour le début des années 2000. Midtown Madness arrive sur PC en 1999 avec une proposition. Toutes les courses se déroulent sur la même carte. Mais cette proposition a une limite, c'est que le jeu passe toujours par un écran de sélection pour démarrer les courses. Pourtant, 2 ans plus tôt, un jeu va bouleverser ce que deviendra dans le futur le jeu de course en monde ouvert. Et ça ne sera même pas un jeu de course. Ici, la course n'est pas l'élément central du gameplay, mais c'est plutôt la liberté totale du joueur qui importe. Ces 2 studios, dénommés Angel Studio et DMA Design, sont aujourd'hui plus connus sous le nom de Rockstar San Diego et Rockstar North. Et alors qu'Angel Studio a prouvé qu'un monde ouvert était parfaitement faisable pour un jeu de voiture, un nouveau marché prend de l'ampleur. Celui de la simulation de course, avec l'arrivée de Gran Turismo en 1997 sur PlayStation. Il est temps pour Electronic Arts de s'essayer à la formule de l'open world s'il veut espérer conserver les têtes du podium. Et bon sang, ils vont pas y aller de main morte. Après le succès en 2003 de Need for Speed Underground, EA sort en 2004 Underground 2, le premier opus de la série avec une carte en monde ouvert. Et seulement un an après sort Most Wanted, et un an plus tard, Carbon. Et si la majorité des titres sont depuis lors des open world, EA ne baissera pas la cadence, et un titre sortira quasiment tous les ans jusqu'en 2015. On passera après sur une moyenne de 2 ans, mais 2 ans ça reste court pour réaliser un open world. Et donc on peut se poser cette question, plutôt légitimement. Qu'est-ce que ça apporte à Electronic Arts de réaliser un monde ouvert plutôt qu'un menu de sélection de course? Et ben en vrai, si on regarde les Need for Speed, pas grand chose. En reprenant l'exemple de Most Wanted, plus vendu de la série, le jeu dispose d'un système de progression très linéaire,
dans lequel il faut vaincre des boss sur une dénommée Blacklist pour débloquer des courses qu'il faut faire pour débloquer le prochain boss. Et c'est là toute la boucle de gameplay. Et mieux que ça, on peut lancer les courses depuis le garage. Le dit monde ouvert peut contenir quelques éléments, principalement par le biais de courses poursuites avec la police, mais il ne sert qu'à errer sans but, comme le hub de Diddy Kong Racing. Les maps en monde ouvert des Need for Speed sont, pour la majorité, des zones de free roaming, comme pour VET. Et c'est là qu'on va venir ajouter un nouveau terme, parce qu'un open world, c'est censé contenir de la découverte. Et on a vu, les Need for Speed, il y en a pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a avec les Need for Speed? Eh ben on a des sandboxes, des bacs à sable. Une sandbox, c'est un lieu dans lequel le joueur peut laisser cours à sa liberté. Et dans les jeux de course, ça implique un gameplay avec des déplacements satisfaisants. Et voilà un point sur lequel je souhaite insister. Un hub, eh ben ça peut déjà être une sandbox vachement correcte si c'est associé à une progression linéaire cohérente. Mais du coup, ça donnerait quoi, un jeu de course sur un véritable open world? Eh ben pour répondre à cette question, je vous propose qu'on aille voir un opus de Forza Horizon. Démarré en 2012, la licence propose d'explorer différentes régions du monde dans le cadre d'un festival automobile fictif. Et si on regarde le 4, il propose de parcourir des environnements peu variés en fait. Je l'ai pas à disposition, mais le 3 en Australie proposait 4 zones avec des thématiques distinctes. Forza Horizon 4 remplace cette variété d'environnement par un système de saison. Perso, j'aime moyen. Mais peu importe, on dira que ça compte pour la variété. Si on regarde ensuite la trame VR, donc l'apparition de la voirie sur la carte, on voit ensuite qu'il y a des routes principales sur de l'asphalte, des routes secondaires sur des chemins non revêtis, et la possibilité de couper à travers champs comme le plus grand des idiots. Tout ça forme ce qu'on va appeler un maillage. La map dispose ensuite de points d'intérêt qui se démarquent visuellement du reste. Et c'est autour de ces points d'intérêt que les courses majeures se déroulent dans le jeu. À l'approche de la clôture de cette vidéo, j'aimerais bien qu'on regarde une dernière fois ensemble le trailer avec ces éléments en tête. On a, en début de course, un tronçon de route qui est fermé et fait dévier vers une route secondaire. On a le maillage de la voirie. Ce chemin nous fait sortir d'un environnement ultra chargé, avec beaucoup de verticalité, pour émerger sur une route entourée de vide. On quitte un point d'intérêt. On arrive alors de nouveau sur une route close à l'occasion de la course. La route utilisée pour la course continue loin devant, mais elle est pourtant traversée par un chemin qui pourrait toujours correspondre au maillage d'un open world. Qui plus est, ce dernier est fermé par des barrières pour cette course, alors qu'il semble décoré. Des tremplins se trouvent sur le côté de la route, et même ralentis par le sable, ça laisse supposer qu'ils sont accessibles. Si on peut rouler là, on peut rouler sur le reste de la map comme un idiot. Mario Kart 9 est un open world, et la course, une zone d'instance. Et si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je serai ravi de les lire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire de même, à liker et à vous abonner pour plus de vidéos dans le même genre. A bientôt.